Raconte-moi les OGM, une série d'émissions sur les ondes de Radio Zinzine. Aujourd'hui, la 7e émission, avec comme titre OGM, les tractations bruxelloises pour les rendre invisibles. Ça sera donc avec Eric Meunier de l'équipe d'InfoGM. Nous allons donc le joindre maintenant au téléphone. Eric Meunier en ligne, bonjour. Bonjour. Salut. Donc c'est la 7e émission de cette série et aujourd'hui nous allons un peu aborder, il faut dire, plutôt les questions d'actualité. Donc tu veux évoquer ce qui se passe, je pense que depuis à peu près juillet, peut-être même un peu avant, à Bruxelles, donc avec des propositions qui arrivent de la Commission européenne. Et peut-être tu peux nous expliquer, donc toi tu fais partie de l'équipe d'InfoGM, tu suis pas mal ces choses. Qu'est-ce qui se trame à la Commission européenne ? Il y a eu une sorte de première proposition, si j'ai bien compris, je crois en juillet, non ? Oui, c'est ça. Ce qui se trame en fait était un peu lancinant depuis une dizaine d'années. Il faut garder en tête que le dossier des OGM depuis 2001 et même les années 90 concernait principalement les OGM qu'on appelle transgéniques, comme on en a déjà parlé dans les précédentes émissions, avec l'Union européenne qui dispose d'un encadrement réglementaire qui établit que toute entreprise qui veut commercialiser un organisme génétiquement modifié dans l'Union européenne doit passer par une série de évaluations des risques sanitaires et environnementaux avant qu'ils soient disséminés, doit obtenir une autorisation formelle de l'Union européenne, doit étiqueter son OGM ou les produits qui sont issus de cet OGM, sauf pour ce qui concerne l'alimentation animale, et puis derrière doit surveiller l'environnement si jamais il y a des problèmes qui se posent, qui n'auraient pas été anticipés. Dans les années 2000, aux alentours entre 2005 et 2015, on va dire, des organisations de la société civile française ont remarqué dans les champs en France qu'il y avait des OGM qui étaient cultivés, que ce soit colza ou tournesol, qui étaient résistants à des herbicides, mais qui n'étaient pas transgéniques. Derrière, ça a ouvert la voie à une démarche auprès du Premier ministre pour demander une clarification de ce que sont ces OGM, un moratoire, le temps de savoir ce qu'il en était, qui a abouti jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, qui, en 2018, a bien confirmé ce que les organisations de la société civile française disaient, c'est que tous les OGM ne sont pas forcément transgéniques, et que s'ils ne sont pas transgéniques, pour autant, ils doivent être soumis à la réglementation et à l'encadrement réglementaire qui est prévu en Europe. Est-ce que tu peux nous rappeler les contraintes, enfin ce qui est imposé par cette législation, c'est notamment dans la question d'étiquetage et de transparence, non ? Exactement, oui. Si la législation européenne est assez claire, quand une entreprise veut commercialiser un OGM, il faut qu'une évaluation des risques sanitaires et environnementaux soit faite. C'est-à-dire on regarde si est-ce que cet OGM va être toxique, est-ce que ça change ses qualités nutritives, est-ce qu'il va avoir des impacts sur des insectes qu'il n'est pas censé cibler, est-ce que va y avoir des risques liés à une dissémination excessive. Derrière, les États membres, la Commission européenne décide d'autoriser commercialement cet OGM ou pas. Et puis, toute dissémination, toute commercialisation de cet OGM doit être accompagnée d'une étiquette informant les consommateurs, les transformateurs qui utilisent les OGM. Il y a des exceptions dans le domaine des micro-organismes, il y a des exceptions dans le domaine quand on achète du lait, du steak haché, des œufs, on n'est pas informé que les animaux ont pu être nourris aux OGM. On est informé par le biais des filières qui ont des cahiers des charges excluant les OGM parce qu'elles vont pouvoir dire que tel œuf ou telle bouteille de lait a été obtenu à partir d'animaux qui n'ont pas été nourris aux OGM. Oui, Eric, juste pour comprendre là, donc ces produits qui viennent des animaux en fait, de l'élevage, donc ces OGM dont tu parles, dont l'alimentation du bétail, ça vient plutôt de l'étranger, c'est pas des OGM cultivés en France, c'est plutôt genre soja ou autres qui viennent d'ailleurs.
Ouais, exactement, pour une simple et bonne raison, c'est que dans l'Union européenne, il n'y a qu'un seul et unique OGM transgénique pour lequel une autorisation de demande en culture a été accordée et est encore valide à ce jour, c'est l'OGM Mont 810 de Monsanto, qui est à peine cultivé. Il y a quelques hectares en Espagne, voire au Portugal, mais aucun autre OGM n'est cultivé par les entreprises dans l'Union européenne. C'est pour du maïs, c'est ça ? C'est du maïs, ouais. C'est un maïs qui a été modifié pour résister à des insectes, pyrales ou autres, le maïs Mont 810. Et pourquoi c'est pas cultivé ici ? Parce que finalement, c'est pas intéressant pour les agriculteurs ? Alors, c'est pas cultivé dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne, du fait de mobilisation sociale, du refus des citoyens et probablement du fait que plusieurs filières de transformation en Europe se sont pas montrées intéressées par avoir des cultures sur le sol européen, finalement, il y a très peu de demandes de mise en culture qui ont été faites. Et l'Union européenne, il y a des divergences au sein des États membres. Donc l'Union européenne, par le biais de la Commission, sans le faire formellement, a informellement un peu suspendu le traitement des dossiers de demande de mise en culture. Il faut quand même savoir que sur les États membres, dans le dossier OGM actuel, l'encadrement actuel, ils ont la possibilité d'énoncer des interdictions nationales de mise en culture. Sur les 27 États membres, il y en a quand même 17 qui ont prononcé une interdiction de mise en culture du maïs Mont 810. Donc il n'est pas autorisé de cultiver ce maïs Mont 810 dans ces 17 États membres, dont la France. Ce qui explique pourquoi il y a très peu de culture. D'accord. Alors, tu expliquais, peut-être il faut quand même si on a évidemment parlé parfois sur ce sujet-là, mais tu disais que c'est des nouvelles formes d'OGM qu'on a pu apercevoir il y a une dizaine d'années ou à peu près, que c'était plus vraiment transgénique. Alors peut-être tu peux juste rappeler en gros ce dont il s'agit. En fait, c'est assez simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à peu près dans le même temps où les organisations de la société civile française avaient identifié des colzas ou tournesols qui étaient résistants à des herbicides mais qui n'étaient pas transgéniques, et en 2018 a fait confirmer par la Cour de justice de l'Union européenne à tous les États membres et la Commission européenne qu'il fallait qu'ils encadrent ces OGM-là. En fait, on parle d'OGM ou de nouveaux OGM. Fut un temps, on parlait d'OGM cachés. On parle d'OGM qui ont été soi-disant obtenus par de nouvelles techniques. Alors, ces nouvelles techniques, ça va être des techniques qui vont avoir dans le produit final soit une insertion de séquences génétiques d'un organisme qui n'est pas capable de se croiser naturellement avec telle ou telle plante. Ça, c'est les transgènes, la transgénèse. Mais on peut aussi insérer des séquences génétiques qui viennent d'organismes qui sont capables de se croiser naturellement. On va parler de cisgénèse. Et on va avoir aussi toute une batterie de techniques qui, elles, ne vont pas forcément avoir dans le produit final de séquences génétiques insérées, du moins à ce que disent les entreprises. C'est des techniques qui appartiennent à la grande famille des mutagénèses. Mais en fait, ce qu'il faut retenir du débat actuel, c'est que toutes ces notions de techniques sont très confusantes pour le grand public. Nous, on le voit en ce moment avec les débats politiques. Elles sont très confusantes aussi pour les eurodéputés ou les membres de gouvernement, parce que en clamant utiliser de nouvelles techniques, plus précises, moins chères, avec toujours la même batterie de promesses de la part des multinationales, finalement, les multinationales ont réussi à faire passer des procédures, des protocoles techniques qui sont de plus en plus complexes, avec une maîtrise technique qui est de moins en moins au rendez-vous, pour des techniques qui, soi-disant, seraient de plus en plus maîtrisées. Et elles ont réussi à convaincre la Commission européenne que ces techniques étant tellement maîtrisées, tellement précises, que les plantes obtenues au final ne seraient pas différentes de plantes conventionnelles ou naturelles, et que donc il ne serait pas possible de les encadrer d'un point de vue réglementaire différemment que les plantes naturelles ou les plantes conventionnelles. Et donc elles ont obtenu de la Commission européenne que le 5 juillet 2023, une proposition que nous on appelle de déréglementation, parce que concrètement c'est ce qui se passe, soit faite par la Commission européenne aux États membres et au Parlement européen. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt accélérer quelque chose ou de le faire d'une manière moins naturelle que
ce qui aurait pu se faire naturellement, peut-être à beaucoup plus long terme? C'est un peu ça? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que la manière d'obtenir les plantes qui sont modifiées génétiquement n'est jamais une manière naturelle. Un des points communs à de très nombreuses techniques, c'est que les techniciens en laboratoire ne travaillent pas sur les plantes entières, ils travaillent sur des cellules qu'ils ont pu isoler, qu'ils ont pu mettre en culture. Et rien que cet aspect-là n'a rien de naturel. Quand vous prenez une plante dans la nature, s'il y a une cellule d'une feuille qui se détache de la plante, qui tombe sur la terre, ça ne vous redonne pas une autre plante. Aucune plante ne se multiplie comme ça. Donc ça n'a rien de naturel. Après, en plus, ils doivent passer par plein d'étapes où ils font des trous dans la paroi de ces cellules, ils insèrent des éléments, que ce soit des séquences génétiques, des protéines, ils croisent très fort les doigts en espérant qu'il se passe quelque chose dans le génome. Et puis dans tout ce qu'ils obtiennent, avec toutes les modifications génétiques qu'ils obtiennent, autant celles qu'ils espéraient que celles qui étaient inattendues, non intentionnelles, ils regardent un peu en espérant obtenir quelque chose qui soit intéressant commercialement, et c'est ça qu'ils vont sélectionner. Et puis après, avec plein de produits chimiques, des hormones qui sont mises dans les milieux de culture, ils essayent de régénérer une plante à partir des cellules qu'ils ont modifiées. Donc l'ensemble du protocole n'a absolument rien de naturel. C'est ça que la législation européenne sur les OGM actuels a pris en compte. La législation OGM actuelle s'intéresse aussi bien au produit final qu'à la manière dont il a été obtenu. Et les multinationales ont réussi à convaincre la Commission européenne qu'il fallait ne s'intéresser qu'au produit final. D'accord. Donc, revenons à cette proposition de juillet. Qu'est-ce que ça contient au fond? La Commission, en tout cas, ne joue pas vraiment très net, quoi. Pas carte sur table, c'est un peu... Non, elle ne joue pas carte sur table. On pourrait même affirmer, sans crainte de se tromper, qu'elle ment, clairement. C'est-à-dire que les deux mensonges qu'elle a proposés aux États membres, et qui sont assez peu discutés sinon par des organisations de la société civile, ils sont très simples. La Commission européenne part du postulat, qui est un premier mensonge, que les plantes obtenues par de nouvelles techniques sont identiques à des plantes qui peuvent apparaître naturellement ou être obtenues de manière conventionnelle. Ça, c'est un premier mensonge, parce qu'en fait, c'est impossible qu'elles soient similaires, parce qu'il y a moult modifications génétiques, en plus de celles qui étaient espérées par les entreprises, qui vont se retrouver dans le génome. Et donc, même les experts scientifiques de la Commission européenne lui avaient expliqué en disant, dans certains cas seulement, peut-être qu'on ne pourra pas, que les plantes seront similaires, et la Commission européenne, de ces certains cas, peut-être, potentiels, a proposé aux États membres une affirmation disant les plantes modifiées génétiquement avec ces nouvelles techniques sont identiques aux plantes conventionnelles ou qui peuvent apparaître naturellement. Et le deuxième mensonge découle de là. C'est-à-dire qu'elle dit, comme elles sont identiques, on n'a pas besoin de faire d'évaluation des risques parce qu'elles ne présentent pas plus de risques. Et comme elles sont identiques, si on fait des analyses biologiques dans les filières, si on regarde une boîte de maïs qui a été obtenue par ces nouvelles techniques ou une boîte de maïs qui a été obtenue par culture d'un maïs naturellement sans aucune modification génétique, on ne pourra pas faire la différence. Et là, c'est vraiment deux mensonges, le deuxième découlant du premier, qui est à la base de toute la proposition de la Commission européenne. Parce que ce qu'elle propose en conséquence aux États membres, c'est en fait très très simple, c'est de dire, on ne parlera plus d'OGM, on ne parlera plus d'organismes génétiquement modifiés, mais on parlera d'organismes obtenus par des nouvelles techniques génomiques, des NTG. Et ça, pour elle, cette sémantique-là est très importante parce que l'objectif est que les citoyens européens n'aient plus affaire aux OGM, n'entendent plus parler d'OGM, mais de NTG, qui est un acronyme qu'ils ne connaissent pas. Et la deuxième conséquence, c'est de dire, on ne fera plus d'évaluation des risques sanitaires et environnementales, parce qu'on part du postulat qu'elles ne présentent pas plus de risques. Comme on n'est pas capable de les tracer et de les identifier et de les différencier d'avec une plante conventionnelle ou une plante naturelle, on ne demandera plus à ce que les lots qui sont commercialisés soient étiquetés. Et il n'y aura plus de traçabilité de ces plantes. Pour comprendre les enjeux, ça veut dire pas de traçabilité, ça veut dire que si d'aventure
il devait y avoir un risque sanitaire qui s'avère concret, qu'une de ces plantes se montre toxique ou autre, et bien avec la proposition de la Commission européenne, aucun distributeur ne sera capable de faire un rappel de produit, parce qu'aucun distributeur ne sera capable de savoir si cet OGM a été utilisé dans tel ou tel produit. Et en fait, c'est ça que la Commission européenne a proposé le 5 juillet 2023. Oui, et puis il y a quelque chose qui m'a surpris ou choqué dans d'autres émissions, et si j'ai bien compris en tout cas, c'est que toi, tu parles là de ces nouvelles formes d'OGM, en fait, mais bon, voilà. Mais il y a toujours, la transgénèse, ça existe toujours. Et il semblerait qu'ils profitent en quelque sorte de toutes ces propositions de nouvelles réglementations, directives et compagnie, pour aussi inclure le transgénèse. Que finalement, il n'y aura plus du tout d'étiquetage ou de transparence pour tous les OGM, finalement. Alors ça, ouais, c'est un point très très important en ce moment, que InfoGM justement essaye de clarifier par le biais de quelques articles qui ont été publiés ou qui vont être publiés. C'est qu'il y a effectivement cette arnaque-là, on va dire. La Commission européenne est arrivée avec sa proposition en disant quand il n'y aura pas plus de 20 modifications génétiques opérées dans une plante par une des nouvelles techniques, ça donnera un OGM qu'on appellera NTG et qui sera déréglementé, pour faire très simple. Et finalement, en lisant le texte, on s'est rendu compte que ces 20 modifications génétiques, contrairement à ce qu'on croyait, c'était pas que 20. Parce que la Commission européenne, quand elle parle de modifications génétiques, elle parle de différents types de modifications génétiques. Par exemple, dans les modifications génétiques possibles, on peut insérer une séquence d'ADN. On peut enlever une séquence d'ADN, ou alors on peut muter une séquence d'ADN, c'est-à-dire changer une lettre par une autre lettre dans le code de l'ADN, ce qu'on appelle une mutation. Et la Commission européenne dit, en fait, ces 20 modifications génétiques, ça peut être une combinaison de différentes modifications. Donc vous pouvez enlever 10 séquences génétiques du génome de votre plante, sans être limité en taille. Vous pouvez insérer 5 séquences génétiques supplémentaires. Et puis vous pouvez aussi faire 5 mutations. Donc en fait, ce chiffre de 20 est complètement erroné si on croit qu'il représente une limite de modification génétique. Parce qu'en ce moment, sous pression des multinationales, il y a des propositions de modification de la proposition de règlement que la Commission européenne a fait. Et effectivement, c'est ce que tu expliques, en bout de course, on peut s'attendre à ce que quasiment l'intégralité des organismes génétiquement modifiés soient déréglementés et potentiellement même, effectivement, les OGM transgéniques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Parce que, dans le droit, en fait, quand il y a un règlement qui est proposé, il y a ce qu'on croit lire, ce qu'on veut lire et ce que la justice, en cas de contestation, pourrait lire de manière beaucoup plus stricte. Et selon ces trois grilles de lecture, oui, beaucoup d'acteurs commencent à poser la question de savoir est-ce que les OGM transgéniques ne seraient pas également concernés par cette déréglementation à terme. D'accord. Et le Graal absolu pour les multinationales, c'est-à-dire de n'avoir plus aucun OGM considéré comme OGM et donc évalué, autorisé et étiqueté. D'accord. Eric, on va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques instants. Voilà, nous sommes donc avec Eric Meunier de l'équipe de InfoGM. C'est la 7e émission dans notre série Raconte-moi les OGM, donc réalisée par Radio Zinzine avec InfoGM.
Donc, une proposition arrive de la Commission en juillet qui est bien inquiétante. Peut-être tu peux nous expliquer un peu les délais, le timing, comment on imagine un peu avancer l'Union européenne avec tout ça. Eh ben, en fait, la procédure qui a démarré le 5 juillet 2023 est une procédure qu'on appelle un trilogue, c'est-à-dire une procédure qui vise à avoir la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, donc le Conseil qui réunit les gouvernements des États membres de l'Union européenne, qui discutent les uns avec les autres sur ce que chacun propose de modifier, est-ce que les autres acceptent ou pas, et qui est une procédure qui peut être assez longue. De toute façon, on sait que les trilogues, ça se règle jamais en quelques mois. Donc là, pour l'instant, la Commission européenne, on en est où? La Commission européenne a fait sa proposition le 5 juillet 2023. Le Conseil de l'Union européenne, de son côté, a démarré avec des groupes de travail qui échangent, qui discutent entre eux. Il y a un groupe de travail, par exemple, spécialement dédié à la question des brevets, parce que c'est un problème qui a été identifié comme central avec cette proposition. Et puis, il y a un groupe de travail qui échange entre États membres pour discuter des amendements, des positions des uns, des autres et tout ça. Au niveau du Conseil de l'Union européenne, il n'y a pas de calendrier de réunion très précis parce que c'est assez informel entre les États membres de l'Union européenne. Donc on ne sait pas quand est-ce que le Conseil de l'Union européenne pourrait voter sur telle ou telle partie du texte. Ce qu'on sait, pour ce qui concerne le Conseil de l'Union européenne, c'est qu'en ce moment, c'est l'Espagne qui préside l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2023, et qu'ensuite ce sera la Belgique, la Hongrie et la Pologne pour un an et demi qui vont suivre. Or, l'Espagne est très très en faveur de cette proposition de déréglementation de la Commission européenne, alors que la Belgique n'est pas opposée, mais elle est un petit peu plus prudente, et que la Hongrie et la Pologne, eux, ont déjà fait part de leur opposition. Politiquement, il y a un enjeu pour l'Espagne à essayer d'aller le plus vite possible sur l'étude de ce texte, et l'Espagne sait qu'elle ne pourra pas avoir de vote du Conseil de l'Union européenne sur l'ensemble du texte. Donc nous, les informations qu'on a, c'est que l'Espagne voudrait au moins essayer de décrocher un accord des États membres sur le fait qu'on ne parle plus d'OGM, mais on parle d'organismes obtenus par des nouvelles techniques génomiques, ce qui juridiquement est important, et sur un des points clés du texte, c'est-à-dire les critères qui permettent de définir si une plante continuerait éventuellement d'être appelée OGM ou si elle deviendrait appelée NTG comme on l'a vu. Parce que si l'Espagne décroche ça avant le 31 décembre 2023, tout le reste du texte, les discussions qui pourraient avoir lieu en 2024 ou 2025, ne découleraient que de ça. Et elle aurait levé un des verrous les plus importants de la proposition. Donc elle met une pression très forte. Il y a 2 semaines, il y a un représentant de l'Assemblée européenne des régions, qui est une des institutions européennes, et un représentant du Conseil économique et social européen, qui est une autre institution européenne, qui ont fait part publiquement de leur demande à ce que la Commission européenne et l'Espagne ralentissent le calendrier, parce que ça mettait des conditions de travail impossibles à respecter, et que plus vous accélérez le calendrier, plus vous réduisez le temps dédié aux discussions démocratiques qui de fait n'ont pas lieu. Mais Eric, juste pour comprendre, là c'est le Conseil dont tu as parlé, mais telle décision que l'Espagne voudrait obtenir, il faut que le Parlement accepte aussi. Exactement. Et du côté du Parlement européen, en fait, l'accélération de calendrier a également eu lieu. Donc le Parlement européen, c'est une grosse institution. Donc il y a beaucoup d'eurodéputés, ils sont plus de 500 ou 600, j'ai plus le chiffre exact en tête. Donc avant que le Parlement européen ne discute et vote la proposition en plénière, ce qu'on appelle en plénière, le texte est étudié dans des commissions. Donc sur ce texte-là, c'est la commission agriculture et la commission environnement qui sont mobilisées et qui travaillent depuis plusieurs semaines maintenant. Et normalement, ces commissions ont des calendriers assez tranquilles. Mais il se trouve que la Commission européenne, en faisant sa proposition le 5 juillet, n'était pas sans savoir que l'année prochaine, fin du printemps, début d'été 2024, il y aura des élections européennes. Donc le Parlement, dans son ensemble, va être changé. À l'automne ou dans l'hiver, la Commission européenne devrait être changée aussi avec le changement de présidence.
Donc, certaines personnes au sein des commissions environnement et commissions agriculture se sont occupées d'accélérer le calendrier et de réduire au maximum les délais de discussion, de proposition d'amendements ou autres. Donc, pour vous donner une idée, au sein de la commission agriculture, par exemple, les députés n'avaient que jusqu'au 9 novembre dernier pour pouvoir déposer des amendements qui vont être discutés. Et le vote devrait avoir lieu aux alentours de mi-décembre, donc autrement dire demain. Et au niveau de la commission environnement, comme il faut aller aussi très très vite, le vote final est prévu pour le 11 janvier 2024. Et pour que la commission environnement puisse aller vite, la rapporteuse, alors est-ce qu'elle l'a fait ou pas, on ne sait pas, mais elle avait annoncé vouloir déclencher ce qu'on appelle une procédure d'urgence, parce qu'elle considérait qu'il était urgent de voter sur ce texte. Leur objectif, c'est que le Parlement européen puisse se pencher en plénière sur le texte et commencer à voter tout ou partie du texte courant janvier, d'ici fin janvier ou début février 2024. Donc on est vraiment sur des délais qui sont réduits au maximum et il y a une pression assez incroyable qui est mise par l'Espagne, par la Commission européenne et par certains eurodéputés qui sont membres du Parti populaire européen, qui est majoritaire au sein du Parlement, pour qu'il y ait le moins de discussions démocratiques possible. En même temps, il y a quand même des députés qui sont franchement opposés. Je veux dire, notamment, je pense, dans la commission environnement. Alors, il y a des eurodéputés qui sont franchement opposés. Il y a des eurodéputés qui sont franchement pour. Et au niveau du Conseil de l'Union européenne, contrairement à ce qui était attendu, il y a beaucoup plus de pays incertains, voire opposés, que de pays qui étaient très en faveur de cette proposition de déréglementation. C'est pour ça que à ce jour, de quel côté la balance va pencher, c'est assez incertain. Ce qui est sûr, c'est que du côté de l'Espagne et des pro-OGM au sein du Parlement européen, on peut sentir un peu comme un vent de panique qui a émergé, et d'où leur volonté d'accélérer encore plus le calendrier. Parce que si on prend la France, par exemple, en France, on a pu entendre des semenciers français qui se sont opposés à cette proposition de déréglementation. On a entendu des distributeurs ou des transformateurs qui s'y sont opposés aussi. Le dernier acteur très important en date, il y avait déjà eu des associations de consommateurs, mais il y a eu assez que choisir, qui a pris la parole fin octobre au Parlement européen pour dire qu'en l'état, ils n'étaient pas du tout favorables à cette proposition de la Commission européenne, parce que pas d'évaluation des risques, pas d'information du consommateur, donc évidemment, eux, ils soulignent l'aberration que les consommateurs européens ne puissent plus choisir leur nourriture. Et pour des prétextes fallacieux, il y a quelqu'un comme Frédéric Jacquemart, de France Nature Environnement et du GIEC, que vous connaissez peut-être, ou sûrement, oui, tout à fait. Qui résume très très bien ce que la Commission européenne propose du point de vue du consommateur. Lui, il dit, mais en fait, ne plus étiqueter les OGM, ne pas étiqueter les NTG au prétexte qu'ils ne présentent pas de risque, ça reviendrait à donner de la viande à manger à des personnes qui sont véganes ou végétariennes au prétexte qu'il n'y a pas de risque sanitaire à manger de la viande. Et aussi fou ou aberrant que ça puisse paraître, c'est exactement ce que la Commission européenne et les pro-OGM sont en train de faire dans l'Union européenne avec cette proposition. Donc, ça semble quand même pas évident ce que veut faire l'Espagne, parce que, je veux dire, c'est quand même des sujets extrêmement complexes. Voilà, accélérer quelque chose comme ça va être compliqué, non ? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au niveau du Parlement européen, on va vite être fixé, parce que la Commission agriculture doit voter le 11 décembre, la Commission environnement doit voter le 11 janvier, si je ne me trompe pas dans les dates. On va vite pouvoir prendre la mesure de ce qui se passe. Et puis derrière, il y a quand même le Parlement européen dans son ensemble qui doit voter aussi. Ce sera pas une procédure clos avec juste la Commission environnement et agriculture. Donc ça risque d'être tendu, d'être problématique. Et puis au niveau du Conseil de l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a plus de pays qu'attendu initialement qui ont présenté soit des réserves, soit des objections contre cette proposition de la réglementation européenne, sachant que les trois principaux points qui gênent une majorité des États membres de l'Union européenne, c'est d'une part l'absence d'évaluation des risques, parce que dans l'Union européenne, dans la Constitution européenne, il y a quand même le principe de précaution. Et qui dit principe de précaution, dit
évaluation des risques et traçabilité pour pouvoir retirer un produit si jamais il y a des problèmes. L'absence d'étiquetage, ça, il y a quand même beaucoup de pays qui ont un gros problème avec le fait que leurs citoyens ne puissent plus choisir la nourriture qu'ils veulent consommer. Et puis, il y a cette clé de voûte. La raison même de déréglementation que la Commission européenne propose, c'est les brevets. Parce que tous les États membres, même la Commission européenne, a reconnu ça posait effectivement un gros problème avec les brevets. Pour faire très simple, c'est aujourd'hui quand une entreprise détient un brevet sur une information génétique qui est dans une plante, parce qu'elle a modifié génétiquement cette plante, ce brevet s'applique à l'OGM, mais il s'applique à toute plante qui possède une information génétique semblable. L'étiquette OGM dans l'Union européenne représente un des derniers bastions qui permettent de renseigner sur la présence d'un brevet dans une plante. Si on enlève cette étiquette, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est un semencier comme Florimond-Després en France et la RAGT qui l'ont expliqué. Ils ont dit, en fait, si vous enlevez les étiquettes, si vous enlevez la traçabilité de ces nouveaux OGM, eh ben nous, semenciers, petits, moyens semenciers, moyens gros semenciers, on va se faire manger par les multinationales qui auront les brevets. Parce qu'on ne saura pas si les plantes avec lesquelles on travaille, il y a des brevets dedans ou pas. Et comme on ne le saura pas, quand on aura fini notre travail, une multinationale pourra venir nous voir et demander tellement de royalties qu'on sera obligé de mettre la clé sous la porte. Et ça, une majorité d'États membres l'ont compris, ont alerté la Commission européenne là-dessus, qui en gros a dit, on est d'accord avec vous, il y a un problème, mais on n'a pas prévu de vous proposer de solution avant 2026. Et donc maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point ce problème des brevets va bloquer l'adoption du texte par le Conseil de l'Union européenne ou pas. D'accord, mais il y a une autre question, il me semble, c'est que vous, à InfoGM, vous avez un travail assez énorme, surtout de sensibilisation, d'information. Je veux dire, si vous n'êtes pas vraiment en train de faire des manifs, c'est pas une organisation militante en quelque sorte, mais c'est une organisation qui fait des dossiers, des études, qui essaye d'informer le public. Alors, jusqu'à quel point on peut dire qu'actuellement, dans les différents pays, ça doit être extrêmement différent. Par exemple, en Allemagne, ou en Espagne, ou en Belgique, ou aux Pays-Bas, ou voilà, en France, le niveau de présence d'organisations un peu style InfoGM qui peuvent alerter le public et qui vont ensuite donc mettre pression sur les députés, par exemple. Eh ben ça, on peut dire que dans l'Union européenne, sur les 3 ou 4 derniers mois, la proposition de la Commission européenne a fait un peu réémerger beaucoup d'acteurs dans les différents pays, d'acteurs de la société civile, qu'on n'entendait plus trop sur le dossier des OGM depuis une dizaine d'années, et qui maintenant se remobilisent parce qu'ils ont compris tous les dangers qu'il y avait avec cette proposition de la Commission européenne. C'est autant d'acteurs qui écrivent aux eurodéputés, au ministère de l'Agriculture ou de l'Environnement nationaux, à la Commission européenne pour s'opposer à cette proposition de règlement que la Commission européenne a faite, pour donner leur point de vue, bref, pour un peu faire entendre leur voix. Et en fait, avec les semaines qui passent, il y a de plus en plus d'acteurs qui font entendre leur voix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au début, il y avait des organisations de la société civile, puis il y a eu des semenciers, puis il y a eu des associations de consommateurs, puis il y a eu des distributeurs. Donc on va dire que le concert de voix qui s'oppose à cette proposition de déréglementation est croissant de semaine en semaine ou de mois en mois. Ce qui explique aussi pourquoi l'Espagne cherche à accélérer le calendrier et à aboutir tout ce qu'elle peut aboutir avant le 31 décembre 2023. Parce que plus les discussions vont vite, moins les voix qui s'opposent ont le temps de faire entendre leur argument. Il faut voir qu'en face, en termes de nombre de rendez-vous, par exemple de lobbying au Parlement européen ou auprès de la Commission européenne, on est toujours dans ce même déséquilibre où quand une organisation des sociétés civiles a un rendez-vous, les multinationales, elles peuvent en avoir 6, 7, 8. Donc il y a un vrai travail nécessaire et pour lequel il faut du temps d'information des eurodéputés, d'information des gouvernements. Mais c'est un temps que l'Espagne et la Commission européenne cherchent à réduire le plus possible. D'accord. Eric, je propose qu'on fasse une petite pause de nouveau et peut-être on reviendra sur un peu la position de la France. Oui, parfait.
Voilà, on va interrompre cette musique de Chapelier Fou. C'est un peu la musique qu'on entend toujours dans cette émission. Et on retrouve Éric Meunier donc pour continuer à évoquer les tractations bruxelloises, vraiment un moment clé, vraiment très très important, ces quelques mois qui vont venir pour l'avenir des OGM, ou est-ce que les OGM de facto vont disparaître, pas en vérité, mais en apparence en tout cas, on ne verra plus les OGM quelque part. Exactement. Alors la France là-dedans, je ne sais pas si on peut dire que c'est lié, mais il me semble que quand même c'est un peu lié. Là, il y a 2 jours, il y a la Commission européenne qui a annoncé que le glyphosate, l'autorisation va continuer encore 10 ans. Et là, la France a de nouveau s'est abstenue. Et en sachant qu'en faisant ça, ça va être autorisé, parce que c'est une drôle de situation dans le cas de glyphosate, c'est qu'il n'y a pas de majorité au niveau du Conseil, et après deux tentatives d'avoir un vote, c'est la Commission européenne qui décide, et ça montre un peu la vision de la Commission européenne, qu'ils sont complètement favorables à une prolongation de l'autorisation de glyphosate, quand même pour 10 ans. Donc, comment on peut analyser la situation de la France, la position ? En fait, c'est un peu la même situation, mais selon une procédure différente. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans le cas de la proposition de règlement que la Commission européenne a faite, si le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ne se mettent pas d'accord, et si au sein du Conseil de l'Union européenne, les États membres ne se mettent pas d'accord, la Commission européenne ne pourra pas décider toute seule, parce que c'est pas juste une procédure d'autorisation ou de rejet d'autorisation. Mais politiquement, on est un petit peu quand même dans la même situation pour ce qui concerne la France, dans le sens où la France, si on reprend les déclarations du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, depuis quelques mois, le ministère de l'Agriculture français s'est toujours prononcé très en faveur de la déréglementation des OGM. Il n'en parlait pas comme ça, parce qu'on ne peut pas parler de déréglementation des OGM quand on est un responsable politique, que ce soit du gouvernement français ou de la Commission européenne, mais dans les faits, c'est une déréglementation. Au niveau du ministère de l'Agriculture, le discours est toujours le même, et puis c'est un peu celui des multinationales et de la Commission européenne, qui est de dire on ne peut pas refuser le progrès technique. Avec ces nouvelles techniques de modification génétique, on va pouvoir s'adapter au changement climatique, avoir une agriculture moins consommatrice de produits chimiques, moins émettrice de carbone, on va pouvoir, selon certains, résoudre la faim dans le monde. Bref, autant de promesses que les entreprises avaient déjà faites il y a 20 ans avec les OGM transgéniques et ce qui se sont jamais avérés vrais. Et donc la France ne s'est jamais opposée à au projet que la Commission européenne présentait de modifier, de déréglementer les organismes génétiquement modifiés. Mais dans le dernier document que InfoGM a pu se procurer et sur lequel on va écrire un article la semaine prochaine, il me semble, la Commission de la France, il y a un peu d'esbrouf politique dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une information que je vous ai pas encore donnée, c'est que la Commission européenne, dans sa proposition de déréglementation, elle propose de ne plus parler de OGM, mais de parler de NTG, pour nouvelles techniques génomiques, et elle propose 2 catégories. Alors, il y aura les plantes qui seront rangées dans la catégorie 2, et je commence par cette catégorie parce qu'elle n'est pas définie, cette catégorie. En fait, la catégorie 2 concernera toutes les plantes qui n'appartiennent pas à la catégorie 1. C'est aussi basique que ça, c'est comme ça que la Commission européenne l'écrit. Et les plantes qui seront considérées comme appartenant à la catégorie 1, c'est elles qui vont devoir avoir des modifications génétiques,
soi-disant limité en nombre, soi-disant limité en taille et tout. Bon, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que ça, c'est un mensonge. À bien dire, la proposition de la Commission européenne, il n'y aura aucune limite pour appartenir à cette catégorie 1. Et le gouvernement français, lui, il a écrit à la Commission environnement du Parlement européen il y a 2 semaines maintenant, il me semble, pour dire que, selon lui, le principe de cette catégorie 1 était valable. Il ne le remettait pas en question. Donc, qui dit catégorie 1, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là où qui dit catégorie 1 dit pas d'évaluation des risques, pas de traçabilité, pas d'étiquetage, pas d'information des consommateurs, pas d'information des transformateurs, enfin, voilà, vraiment une déréglementation quasi complète. Mais par contre, pour la catégorie 2, la Commission européenne propose qu'il y ait, alors certes réduite, mais il y a quand même une évaluation des risques sanitaires et environnementaux. Il n'y a pas une autorisation, mais il y a une vérification du dossier administratif déposé par une entreprise et un étiquetage. Donc là, pour le coup, les plantes NTG catégorie 2, les produits obtenus par ces plantes seraient étiquetés, les consommateurs seraient tenus au courant. Sauf que la Commission européenne, dans sa proposition, rend cet étiquetage impossible à faire parce que pour pouvoir contrôler, quand vous êtes la DGCCRF en France ou quelle que soit l'instance nationale que vous êtes qui est en charge de contrôler les étiquettes, il vous faut des outils d'analyse, de pouvoir vérifier si l'absence d'étiquette est justifiée ou pas, ou si la présence d'étiquette est justifiée ou pas. Et la Commission européenne a volontairement omis de rendre obligatoire les méthodes de détection et de traçabilité de ces plantes de catégorie 2. Donc autant dire que l'étiquetage en lui-même ne pourra absolument pas être contrôlé, donc il va être inefficace au possible. La France, dans sa position, dit OK pour la catégorie 1, par contre pour la catégorie 2, on demande à ce que l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux que vous proposez soit renforcée, aille plus loin. Donc dans l'absolu, sur le papier, on se dit, au moins pour cette catégorie 2, pourquoi pas. Et puis pour la catégorie 2, elle demande aussi que, à l'instar de ce qui se passe sur le dossier des OGM actuels, les États membres puissent interdire la culture de ces OGM qui seraient déclarés NTG de catégorie 2 sur leur territoire. Et ça, pareil, on se dit, oui, c'est vrai que les États membres se sont fait dépouiller de toutes leurs prérogatives par la Commission européenne avec cette proposition de déréglementation. Donc la France demande à en récupérer une. Mais nous, à Infogène, dans l'analyse qu'on porte et qui est factuelle, comme tu disais, qui n'est pas une analyse militante, nous on ne fait pas campagne, la compréhension qu'on a établie des choses, c'est qu'en fait, aucune plante ne sera vouée à être déclarée comme étant des NTG de catégorie 2, ou alors ce sera vraiment très rare. La plupart des plantes sont vouées à être déclarées catégorie 1, parce que la Commission européenne a eu une définition très large, que l'Espagne s'occupe en ce moment d'élargir encore plus le champ des plantes génétiquement modifiées qui appartiendraient à la catégorie 1. Donc c'est vrai que quand le gouvernement français valide la catégorie 1 et demande plus de contraintes pour la catégorie 2, il demande plus de contraintes pour une boîte qui est vouée à rester vide. C'est pour ça que nous, en interne, informellement, on parle un peu d'esbrouf politique parce que ça n'a pas trop de sens de demander plus de réglementation que ça pour ces catégories 2. Soit on s'oppose à tout, au principe même de catégorie 1 et 2, et on reste sur la catégorie OGM, soit on a des propositions plus concrètes. Mais là, ce que la France a proposé, c'est un peu voué à ne servir à rien du tout, quoi. D'accord. Mais pour un peu conclure cette émission, peut-être on peut évoquer... c'est difficile à faire des pronostics, mais il y a différents scénarios possibles, par rapport à cette proposition de la Commission européenne. Ça dépend énormément des mobilisations, certainement, la capacité des députés, par exemple, qui s'opposent ou qui commencent à se rendre compte de ce dont il s'agit. Mais quels sont les différents scénarios imaginables ? En fait, les différents scénarios, le scénario le plus probable, le premier scénario, c'est le fait que ni le Conseil de l'Union européenne, ni le Parlement européen n'aient un quelconque vente sur le texte en entier ou sur une partie du texte avant fin février, début mars 2024.
aucun vote avant fin février, début mars 2024 du fait des élections européennes. Ça veut dire que ça repousse à l'automne 2024 la reprise des discussions. Un autre scénario possible, c'est que soit les commissions agriculture, environnement du Parlement européen, soit le Parlement européen, soit le Conseil de l'Union européenne arrivent à un accord politique interne à eux-mêmes sur une partie du texte. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est pour ça que l'Espagne pousse pour que le Conseil de l'Union européenne valide au moins le principe de ne plus parler d'OGM mais de NTG et les critères qui permettent de définir un NTG comme étant dans la catégorie 1. Et puis, l'autre scénario, qui lui est assez peu probable malheureusement, ça aurait été un rejet pur et simple de la proposition de la réglementaire de la Commission européenne, soit par le biais du Conseil de l'Union européenne, soit par le biais du Parlement européen. Ça va être soumis au vote dans les commissions, on verra. Voilà, la grande question, vraiment la très grande question, c'est est-ce qu'une partie de ce texte, juste le principe de ne plus parler d'OGM mais de parler de NTG avec une catégorie 1, est-ce que juste ça, ce sera discuté et voté avant les élections européennes ou pas, enfin avant février 2024 ou pas. Voilà, ça reste à voir. C'est vrai que les mobilisations sont croissantes, les informations qui font comprendre un peu les abus de langage de la Commission européenne, pour parler comme ça, circulent de plus en plus. Donc maintenant, oui, toutes les organisations sont au travail. InfoGM, on diffuse autant d'informations que possible pour renseigner tout le monde. Dans 2 semaines, là, on fait un webinaire justement qui fera le point sur là où on en est de manière plus précise, parce que de semaine en semaine, les choses avancent. Maintenant, on attend les votes qui vont avoir lieu. En fait, donc vous travaillez surtout un peu, c'est francophone, ou vous avez aussi des documents, vous êtes aussi avec des textes en anglais, ou est-ce que vous avez, ou en allemand ou autre, ou alors vous avez des collègues, une sorte de réseau d'organisation un peu style InfoGM? Alors, il n'y a pas de réseau d'organisation style InfoGM. Par contre, InfoGM, nous, on publie nos articles, nos dossiers, on les publie en français, et puis pour les plus importants, de plus en plus maintenant, on les publie aussi en anglais sur une partie de notre site en anglais, parce qu'on s'est rendu compte qu'InfoGM, assez souvent, produisait des informations qui n'existaient pas en anglais, qui circulaient pas. Donc voilà, on s'est mis aussi à travailler en anglais depuis 2-3 ans maintenant, qui élargit un peu la diffusion de nos informations, et je dis pas ça pour InfoGM en tant que tel, qui élargit la diffusion des informations. Et nous, plus des informations circulent, plus on œuvre à ce que ça circule encore plus, quoi. D'accord. Alors Eric, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais soulever? Là, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais avant de clôturer cette émission. Là, on a fait le tour. Ouais, on attend. Je sais que dans les prochaines émissions qui sont prévues, si je me trompe pas, on parlera un peu plus justement de tout ce qui est mobilisation des organisations de la société civile et du rôle d'InfoGM dans ce paysage-là, parce qu'on occupe une place et un rôle assez particulier qui est occupé par personne d'autre. Voilà. Maintenant, on attend aussi de voir comment les politiques et le législateur européen va faire comme choix. D'accord. Et donc, on peut rappeler que vous avez un site qui est www.infogm.org. Je crois que vous avez des lettres d'information, des sortes de newsletters ou enfin. Exactement, par mail, on peut s'inscrire par mail pour recevoir alerte OGM, qui une fois par mois envoie les articles les plus importants qu'on a pu publier dans le mois. Et puis on a ces journaux trimestriels qu'on publie une fois tous les 3 mois sur un thème en particulier, et qui sont souvent suivis de webinaires auxquels on peut s'inscrire. Il faut juste écrire au contact d'InfoGM qu'on peut trouver sur notre site internet. Et il se trouve que le dernier dossier qui est sorti en septembre, c'était justement un dossier sur ce qu'on connaissait de la proposition de déréglementation de la Commission européenne et sur différentes informations un peu mensongères ou abusives qui étaient données. Donc on a fait le point dans un dossier, et il y a un webinaire qui aura lieu là-dessus le 30 novembre prochain en fin de journée. Pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui peuvent même poser des questions pendant les webinaires, c'est tout à fait possible.
D'accord. Et on peut peut-être aussi dire que InfoGM, c'est un travail considérable. Il faut aussi le financer. Donc, je crois que Oui. vous faites parfois des appels à soutien financier. Exactement, oui, oui. Et puis on fait parfois des appels. Il y en a un qui va sortir bientôt à la fin de l'année. Mais même sans les appels sur notre site internet, il y a tout à fait possibilité de faire des dons à l'association par le biais de la boutique. Et ça, oui, c'est vrai que l'équilibre financier, malgré l'importance de notre travail, est toujours précaire. On a des fondations qui nous financent et on les remercie. Mais c'est vrai que c'est un travail qui prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, et que aucune autre structure en Europe, ni même presque à l'international, le fait. Donc oui, nous on trouve notre travail très très important à faire en fait. Bon, ben, on fait notre petite contribution en tant que Radio Zinzine, d'essayer de faire connaître. Et on va poursuivre ces émissions donc mensuelles. Rendez-vous, ça va être donc mi-décembre pour la prochaine émission. Et merci beaucoup, Eric Meunier, donc d'InfoGM. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci. C'était OGM, les tractations bruxelloises pour les rendre invisibles. La 7e émission dans la série Raconte-moi les OGM, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec InfoGM.